Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser l'entreprise chinoise Alibaba. Donc d'abord je vais déterminer si selon moi l'entreprise est de qualité ou pas. Et ensuite je calculerai sa valeur intrinsèque pour savoir si je suis prêt à l'acheter au prix actuel ou non. Donc Alibaba, c'est une entreprise dont le cours s'est effondré depuis octobre 2020 où elle était à 307 $. Elle est aujourd'hui à 95 $ et elle a eu un point bas à 60. Donc d'abord on va voir en quoi consiste leur business. Pour ça j'ai ressorti un petit article que j'avais écrit l'année dernière quand j'avais analysé la boîte pour la première fois. Donc Alibaba, c'est une entreprise de e-commerce mais qui ne vend pas ses propres produits. En fait leur but c'est de permettre aux autres de vendre facilement, donc en fournissant des plateformes. Et leur business, il est divisé en plusieurs catégories, donc ils ont pas mal d'activités. Donc il y a la partie commerce en Chine qui représente 70% des revenus, donc c'est ça le plus important. Et dans cette partie China Commerce, il y a deux plateformes qui s'appellent Taobao et Tmall, qui représentent la quasi-totalité de la partie China Commerce. Donc Taobao, là, ça permet à des particuliers ou à des petits business de vendre leurs produits. Donc par exemple, si vous tricotez des chaussettes et que vous voulez les vendre, et il faut, si vous étiez en Chine, vous les vendriez, vous feriez votre boutique sur Taobao. Et Tmall, c'est une plateforme qui permet aux grosses marques de vendre leurs produits. Donc typiquement sur Tmall, il va y avoir une boutique Nike, une boutique Samsung et tutti quanti. Ensuite, je passe sur le reste de China Commerce parce que c'est plus petit et je connais pas tout. Freshippo par exemple, c'est un supermarché de produits frais. 1688, c'est de la vente de gros. Ensuite, il y a la section commerce international, donc là c'est ce qu'on connaît le plus nous en tant qu'Européens, donc il y a AliExpress, donc qui est très utilisé en dropshipping, et il y a Alibaba.com pour la vente de gros. Ensuite, Lazada, je crois que c'est en Asie du Sud-Est, Trendyol, c'est en Turquie, et Daraz, je crois que c'est le Pakistan. Ensuite, Local Consumer Services, c'est de la livraison par exemple de nourriture, livraison de courses, etc. La partie digital media, c'est très petit. Par exemple, Youku, c'est comme un Netflix en Chine. Et la partie innovation, elle est tellement petite que je la néglige, je m'y intéresse même pas. Ils ont une partie logistique avec Cainiao, donc ça c'est du transport en Chine et à l'international, transport de marchandises, etc. Et Alibaba Cloud, donc un concurrent à Google Cloud, à Microsoft Azure, à Amazon Web Services, etc. Donc en résumé, il faut surtout retenir que le principal du business d'Alibaba, c'est Taobao et Tmall. Et sur Taobao, ils gagnent de l'argent en permettant aux gens de payer pour mettre en avant leurs produits. Et sur Tmall, il faut payer des frais pour pouvoir lister ses produits. Ils prennent aussi des commissions sur les ventes. Et les marques peuvent aussi faire des publicités payantes pour mettre en avant leurs produits. Donc maintenant on va jeter un œil aux résultats qui sont sortis récemment pour voir comment ça se goupille. Donc là on a les revenus par segment et la croissance par segment. Donc dernièrement ils ont fait une restructuration, donc l'entreprise va être découpée en 6 entreprises distinctes dans lesquelles ce sera possible d'investir séparément, donc c'est ce qu'on appelle un spin-off. Et l'idée quand on fait un spin-off en général c'est que la valeur de la somme de chaque entité soit supérieure à la valeur de l'entité initiale qui incluait tout. Donc là, on a Taobao et Tmall Group, donc on le voit qui représente une large partie des revenus de l'entreprise, sachant que là, c'est pas des dollars, c'est des yuan, donc il faudrait multiplier par 0,14 pour avoir des dollars. Donc on voit que cette partie-là a eu 12% de croissance, ce qui est pas mal puisque avec le Covid, ils avaient eu un gros ralentissement. Donc là, c'est bon signe, ça veut dire qu'ils commencent à récupérer du Covid, parce qu'en Chine, ils l'avaient géré un peu plus difficilement que nous en Europe. Ensuite, commerce international, 41% de croissance, donc un passage quand même de 15 milliards à 22 milliards, donc ça devient pas du tout négligeable quand même par rapport aux revenus globaux. Ensuite, local services, 30% de croissance. Logistique, 34% de croissance, le cloud, 4%. Ça, c'est une déception puisque le cloud, c'est leur deuxième meilleure source de revenus et c'est un business à forte marge. Donc ce serait intéressant que ça représente une plus forte partie de leur business. Ensuite, la partie digital media, donc avec leur Netflix, etc., 36% de croissance, mais c'est encore très petit. Et donc, vu que Taobao et Tmall, c'est la plus grosse partie de leur business, ça fait une croissance globale de 14%. Ce qui est plus faible que ce qu'ils ont pu avoir pendant la décennie qui vient de passer, mais c'est plutôt pas mal quand on voit les difficultés qu'ils ont eues avec le Covid. Donc je trouve que c'est plutôt bon signe de revoir ce genre de croissance. Et dans la suite de la présentation, on voit aussi que les bénéfices sont en forte hausse, à la fois parce que les revenus sont en forte hausse et aussi parce qu'ils ont optimisé leurs coûts, ce qui était un de leurs focus d'après les trimestres précédents.
Et un autre truc super important à regarder pour Alibaba, c'est le nombre d'utilisateurs actifs journaliers sur Taobao, donc le DAU en anglais. Et on voit que même s'ils ont déjà une partie énorme de la population chinoise, ils ont quand même eu 6,5% de croissance par rapport à l'année dernière là-dessus. Donc très bon signe, sachant que dans les trimestres précédents, ils avaient dit qu'ils allaient maintenant plutôt se focus sur améliorer l'expérience par utilisateur et donc le revenu par utilisateur. Donc c'est bon signe de voir qu'ils ont quand même encore de plus en plus d'utilisateurs sur la plateforme. Donc maintenant je vais passer sur mes critères de qualité, donc c'est important de toujours d'abord regarder si l'entreprise est de qualité, puisque si on regarde que la valorisation, on va souvent trouver des entreprises qui sont pas chères du tout, mais pour une bonne raison, et dans ce cas-là notre performance sera mauvaise. Donc je regarde d'abord toujours si l'entreprise est de qualité. Donc d'abord mes critères, je veux qu'il y ait de la croissance, donc une croissance des revenus et une croissance du free cash flow. Donc là les valeurs sont en yuan, pas en dollars. Donc là c'est le cas, on a bien de la croissance. Si je regarde en pourcentage, sur les 5 dernières années, ils ont eu 29,46% de croissance par an. Sur les 10 dernières années, 39%, donc croissance très élevée. Et on voit que l'année dernière, ils ont eu seulement 1,83%. Mais ça, c'est dû aux difficultés qu'ils ont eu avec le Covid. Et on vient de voir que sur ce trimestre-là, par rapport au même trimestre de l'année dernière, ils ont eu 14% de croissance. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour leur capacité à dépasser au moins les 10% de croissance. Ensuite, je regarde l'évolution du nombre d'actions sur 5 ans. Donc, je veux que le nombre d'actions ne soit pas en hausse. Parce que si le nombre d'actions augmente, ça veut dire que quand on est actionnaire, l'entreprise nous dilue. Donc, si on possédait 1% de la boîte, on ne possède plus que 0,9, 0,8 et ainsi de suite. Alors que si à l'inverse l'action n'est pas chère et que l'entreprise décide du coup de la racheter, donc de racheter ses propres actions, et bien si on est actionnaire, notre part de l'entreprise va augmenter. Donc là on voit que sur les 5 dernières années, le nombre d'actions a augmenté de 1%, mais je vais aller regarder en détail ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Donc on voit qu'effectivement ils avaient tendance à diluer les actionnaires jusqu'à juin 2021, mais qu'ils ne font que racheter des actions depuis septembre 2021. Et ils ont intensifié fin 2022, enfin en 2022 et en 2023. Donc je vais voir comment ça se compare avec le cours de l'action. Et donc fin 2021, on arrive ici. Donc on voit qu'ils ont commencé à racheter leurs actions vers les 125 $. Et ils ont intensifié quand l'action était vraiment tout en bas. Donc on voit que la hausse de 1% qu'on avait ici, en fait, elle est due aux émissions d'actions qu'ils faisaient quand l'action était très chère. Mais depuis que l'action s'est effondrée, ils doivent considérer qu'elle est pas chère et donc ils ont commencé à racheter beaucoup d'actions. Donc pour moi, c'est plutôt signe d'une bonne allocation de capital, donc ça ne me pose pas de problème. Ensuite, je regarde le ROE moyen des 5 dernières années et je veux qu'il soit supérieur à 15%. Et le ROE, c'est la capacité d'une entreprise à réinvestir ses propres bénéfices et aussi à investir l'argent des actionnaires et à obtenir un bon retour sur investissement sur cet argent. Donc on considère souvent que c'est ça le critère le plus important, en fait, c'est ça qui va permettre de créer en fait des courbes de croissance des bénéfices exponentiels qui va du coup se refléter dans le prix de l'action. Et là, il est à seulement 12,9%, donc inférieur à mon minimum de 15%. Mais Alibaba, c'est un cas un petit peu particulier, puisque le ROE est calculé avec le net income, donc les bénéfices nets. Et dernièrement, Alibaba a toujours des bénéfices nets largement inférieurs à son free cash flow. Pour la plupart des boîtes, on peut utiliser directement le ROE, puisque souvent leurs bénéfices et leur free cash flow sont à peu près égales. Donc si on regarde des boîtes comme Apple, Google, Meta, etc., ça va être la même valeur. Mais pour Alibaba, par exemple, ils ont souvent leur net income qui est faussé, puisque d'après les règles comptables, ils sont obligés de prendre en compte la variation de valeur de leur portefeuille d'actions. Donc Alibaba, en tant qu'entreprise, ils ont aussi un portefeuille d'actions comme vous et moi. Et si d'un trimestre à l'autre, la valeur de ce portefeuille baisse, et ben ça doit être reflété légalement dans leur net income. Alors que c'est pas vraiment une perte de cash, ils ont toujours les actifs et ils peuvent très bien doubler en valeur le trimestre suivant. Donc entre autres pour cette raison, je préfère calculer le ROE avec le free cash flow, ce que j'ai pas fait ici, mais ce que j'ai fait ici. Et dans ce cas-là, ça c'est un ROE calculé avec le free cash flow. Et dans ce cas-là, en moyenne, il est à 17%. Donc ça me va. Ça reste pas un ROE exceptionnellement élevé, mais ça passe quand même mon critère. Et ensuite, un danger qu'il peut y avoir avec le ROE, c'est que ce retour sur investissement-là, il peut être dopé si l'entreprise décide d'investir beaucoup via de la dette. Donc si l'entreprise décide d'emprunter pour investir, puisque le ROE ne prend pas en compte l'argent investi via de la dette. Donc je vérifie que l'entreprise n'est pas trop endettée, et dans le cas d'Alibaba, elle n'est pas du tout trop endettée, elle a très très peu de dettes. Et d'ailleurs, si on regarde en détail, ils ont 524 milliards de yuan en cash, ce qui fait à peu près 70 milliards de dollars.
Et si on compare ça à la totalité, donc les total liabilities, donc ça c'est le total de ce qu'ils doivent à court terme et à long terme. C'est tous les prêts à rembourser, tous les fournisseurs à payer, tous les salaires à payer, enfin bref, absolument tout ce qu'ils doivent payer. C'est 630 milliards de yuan. Et donc on voit qu'avec simplement le cash qu'ils ont disponible sur le compte courant et aussi des investissements très très liquides qu'ils peuvent revendre comme ça en claquant des doigts, ils pourraient quasiment payer la totalité. Donc ça c'est quelque chose de très très rare et donc l'entreprise n'a pas de risque de faillite. Donc pas de problème au niveau de l'endettement. Et ensuite, dernier critère, je vérifie que les marges ne sont pas trop faibles, parce que des marges de l'ordre de 5% par exemple, ça laisse pas assez de marge de manœuvre, il suffit qu'il y ait une difficulté quelconque et l'entreprise peut se retrouver en perte. Donc j'évite les boîtes avec des marges trop faibles. Et donc dans le cas de Baba, donc je regarde la marge du free cash flow moyenne sur les 5 dernières années, et elle est de 21%, donc c'est très élevé, donc ça rentre dans mes critères. Donc mes critères de qualité quantitative sont remplis et il y a un critère qualitatif important, c'est le moat, donc le rempart concurrentiel. C'est ce qui va permettre d'éloigner la concurrence et donc de garder un bon ROE et des bonnes marges. Et dans le cas d'Alibaba, ils ont ce qu'on appelle un network effect, donc un effet réseau. L'effet réseau, c'est quand la valeur d'un produit augmente au fur et à mesure qu'il gagne des utilisateurs. Et dans le cas d'Alibaba, donc leur plateforme principale c'est Taobao et Tmall. Et donc plus ils ont de clients, plus ça attire de vendeurs, plus il y a de vendeurs, plus il y a de clients. Ce qui augmente la compétition et donc la qualité des produits proposés. Donc d'après moi, Alibaba c'est une entreprise de bonne qualité. Donc maintenant je vais faire la valorisation donc pour voir est-ce que le prix actuel m'intéresse ou pas. Donc personnellement j'ai une position sur Alibaba, c'est une de mes plus grosses positions avec Meta. Je suis à 81 $, donc on va voir si j'en suis encore satisfait. Et est-ce que je serais prêt à en racheter aujourd'hui ou pas. Donc pour évaluer la valeur intrinsèque de l'action, je vais utiliser la méthode du discounted cash flow. Donc on va devoir estimer 3 choses. On va devoir estimer la croissance annuelle de l'entreprise sur les 10 prochaines années. Donc on a vu tout à l'heure que là ils ont eu 14%, l'année dernière 1,8% et sur les 5 dernières années 30%. J'ai vu que les analystes prévoyaient une croissance de l'ordre de 5 à 6% en moyenne sur les prochaines années. Je pense pour le coup que les analystes sont trop pessimistes. Je pense qu'ils ont tendance à être pessimistes sur la Chine et trop optimistes sur les États-Unis en général. Mais je vais quand même me mettre en dessous et on verra ce que ça donne. Donc je vais mettre un 5%, ce qui me paraît très faible, sachant que la Chine a une croissance, même si la croissance ralentit, ils ont quand même une croissance plus rapide que celle des États-Unis, qui est, elle, de 4% pour les États-Unis. Donc 5%, honnêtement, ça me paraît faible. Mais on va voir ce que ça donne avec ça. Ensuite, je vais estimer le multiple de valorisation que l'entreprise aura dans 10 ans. Donc là, j'ai pris le price sur free cash flow ratio, mais ça pourrait être le PE ratio ou PER. Donc là, comme valeur de base plutôt pessimiste pour ce genre d'entreprise, je prends quasiment toujours 15. Et ensuite, je vais estimer la marge du free cash flow moyenne sur les 10 prochaines années. Et pour être encore une fois conservateur, je vais mettre 18%. Alors là, les valeurs que j'ai obtenues sont en yuan, donc ça ne correspond pas du tout au prix en dollars, là, qui est de 92. Donc pour avoir la performance annuelle historique d'un ETF, c'est-à-dire 10%, il faudrait acheter l'action à 1000 yuan. Donc on va regarder que ça donne 1044 fois 0,14. 1044 fois 0,14. Ça donne 146 $, donc on est bien au-dessus du prix actuel. Et maintenant, moi en général, j'aime bien regarder vers les 13%, puisque l'objectif c'est de battre le marché. Sinon, je préférerais simplement acheter un ETF tous les mois. Je vais faire 852 fois 0,14. Donc 852. Et là, on a toujours un prix qui est bien au-dessus du prix actuel de 119 $. Alors que d'après moi, les valeurs que j'ai mis là sont vraiment pessimistes. Donc, à mon avis, l'entreprise est très sous-évaluée et d'une qualité suffisamment bonne, même si c'est peut-être pas la meilleure boîte de la Terre, la qualité est quand même largement suffisamment bonne pour que je sois investi dedans. Donc, de mon côté, je suis pas inquiet, je garde la position. Si j'en avais pas acheté, je serais ok pour en acheter aujourd'hui. Je renforce pas ma position puisque c'est déjà une de mes plus grosses positions, donc je vais essayer de diversifier un petit peu. Voilà, et je précise que c'est juste mon analyse que je partage en public, donc c'est pas du tout une recommandation d'investissement. C'est important que vous alliez vous-même lire les rapports annuels, etc. pour faire votre propre avis et ensuite prendre votre propre décision. Et si vous voulez pouvoir valoriser une entreprise comme on vient de le faire, alors vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et vous recevrez un Google Sheet similaire à celui-là. Pas exactement le même puisque là c'est relié à une source de données, mais vous pourrez faire la même chose et il y a une vidéo explicative. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!